Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Une femme séduisante. Elle attirait tous les regards. Une liaison secrète. Une belle femme, une histoire d'adultère, d'inceste, c'était du pain béni pour les médias. Il avait des pratiques sexuelles scabreuses. Et un crime qui vaut de l'or. Sexe, crime et argent, tous les ingrédients étaient là pour attiser la curiosité du peuple. Une affaire immorale au point que l'accès au procès en a été interdit aux mineurs. C'est tout de suite dans Crime en haute société. En 1964, Miami en Floride est le repère de tous les jet-setters qui souhaitent passer du bon temps. La journée, ils bronzent sur leur yacht ou leur plage privée. Et le soir, ils sirotent des cocktails dans les plus grands hôtels. Jack et Candy Mosler, des notables de Houston, viennent eux aussi respirer l'air de la côte. Ils ont tout pour être heureux. Beaucoup d'argent, un appartement en bord de mer et des invitations pour les soirées les plus prestigieuses. Mais leur vie de rêve va bientôt virer au cauchemar. Jack Mosler avait fait fortune dans le crédit automobile et la banque. C'était un homme d'affaires brillant. Il avait des banques à Houston, à Chicago et à Miami. Le 29 juin, vers 4h30 du matin, la police reçoit un appel urgent émis depuis la résidence la plus prestigieuse de Key Biscayne, le Governor's Lodge. Dans le bâtiment 2C, Candy Mosler les attend. Ils sont arrivés sur une scène de crime. Jack Mosler était par terre dans le salon, la poitrine lacérée de coups de couteau. Il avait reçu 39 coups de couteau et on lui avait ouvert le crâne avec un oiseau en verre qui était posé sur la table basse du salon. Candy explique qu'en rentrant à 4h30 du matin, elle a trouvé son mari sur le sol et a appelé la police. Vu les traces sur le corps de la victime, la piste du crime passionnel ne faisait aucun doute. Les coups répétés témoignent très souvent d'une forme de haine entre la victime et son assassin. Des traces de coupures aux mains indiquent qu'il a tenté de se défendre. La police enquête généralement sur la famille, ils interrogent les proches. Un inconnu ne tue pas quelqu'un de 30 ou 50 coups de couteau. C'est nécessairement quelqu'un qui cherche à se venger. Les voisins expliquent aux enquêteurs qu'ils ont été réveillés par des bruits étranges vers 2h du matin. Ils ont entendu un chien aboyer, des cris étouffés, des gémissements, des coups. Au moins 2 voisins ont affirmé que les bruits venaient de chez Jack Mosler. Ils ont frappé à sa porte pour voir s'il allait bien. Candy dit avoir vu son mari pour la dernière fois à 1h du matin lorsqu'elle a quitté l'appartement avec les enfants. Candy se plaignait de migraines atroces, donc elle est allée à l'hôpital en pleine nuit. Bizarrement, elle s'est arrêtée en chemin pour poster une lettre non loin d'un hôtel. Elle est ensuite allée à l'hôpital. Elle s'est absentée plus de 3 heures. Comme par hasard, Candy Mosler emmène ses enfants avec elle lors de sa sortie nocturne, juste au moment où le crime est commis. Mais vu la nature des affaires de Jack, la police ne peut négliger aucune piste. Jack Mosler travaillait essentiellement sur des affaires de saisie. Il s'était fait beaucoup d'ennemis parce que les gens n'aiment pas qu'on vienne leur prendre leur dernière voiture ou leur réfrigérateur tout neuf. Lors de son interrogatoire, Candy répète qu'il s'agit selon elle d'un cambriolage qui a mal tourné. Elle en veut pour preuve les $500 qui ont disparu du portefeuille de son mari.
Mais lorsque la police lui expose sa théorie du crime passionnel, Candy change soudainement de discours. Elle prétend que son mari l'a trompée avec un homme. Des bruits couraient sur l'homosexualité de Jack Mosler et la piste de l'amant a été envisagée. Lorsqu'on l'a trouvé, il était nu sous son peignoir. On s'est donc mis à faire toutes sortes de suppositions sur la visite d'un de ses éventuels amants qui se serait mal terminée pour une raison quelconque. Mais cette hypothèse est rapidement écartée lorsque la police découvre un journal intime tenu par Jack Mosler. La coupable d'adultère serait plus vraisemblablement sa femme. Le journal intime de Jack Mosler constituait une des preuves du dossier. Il y parlait de la liaison de sa femme. Il avait écrit « Ils vont me tuer si je ne les élimine pas avant ». Les agents chargés de l'enquête n'en revenaient pas. Jack désignait clairement les personnes qu'il soupçonnait et qui ont fini par l'avoir. Quelle vilaine fille. C'est la saison des ouragans à Miami. Mais aucune tempête ne va tourmenter la région avec autant de violence que cette histoire sordide. Durant l'été 64, Miami doit faire face à une affaire de meurtre compliquée dont l'issue se fait attendre. What new developments are there in this case? Can you tell us? It would be detrimental to the successful conclusion of this case for this office to discuss the evidence in this case or our future plans with the news media. I am sorry. Je savais que cette affaire ferait les gros titres des journaux. Dans ce genre de situation, il faut être très prudent à chaque étape de l'enquête. Alors que Candy enterre son défunt mari, les médias s'emparent de l'affaire. C'était Mosler par-ci, Mosler par-là. Les journaux ne parlaient plus que de ça. Les médias ont annoncé que Candy était à Biscayne au moment du meurtre et qu'elle pouvait être impliquée. Mais les journalistes avançaient toutes sortes de versions, parce qu'on savait que Jack Mosler ne manquait pas d'ennemis. Il avait causé la ruine de beaucoup de monde. Dans l'appartement des Mosler, la police relève des empreintes récentes qui n'appartiennent pas au couple. Puis, à l'aéroport international de Miami, on fait une étrange découverte. Une voiture de la société de Jack Mosler a été abandonnée sur le parking. À l'intérieur, la police découvre des traces de sang et des empreintes qui correspondent à celles trouvées sur les lieux du crime. Mais avant de mettre un nom sur le suspect, les enquêteurs doivent en savoir plus sur cet homme fortuné. Jack Mosler est né en Roumanie. Il était jeune lorsqu'il a émigré avec ses parents. Il a vécu quelque temps à New York avant de s'installer à Chicago. Il a suivi le parcours classique des immigrants de cette époque. Il s'est construit tout seul. À l'âge de 13 ans, suite à la mort de son père, Jack quitte l'école et travaille pour aider sa famille. Il commence par livrer des journaux, mais il comprend vite que l'argent est ailleurs. Quelques années plus tard, Jack se révèle un employé très doué au sein du service financement d'un concessionnaire automobile. Le jeune entrepreneur avait trouvé sa voie. Dans les années 20, le marché de l'automobile a explosé aux États-Unis. Tout le monde voulait une voiture, les affaires fleurissaient. Il se tourne ensuite vers un autre domaine en pleine expansion, le crédit à la consommation. Les soldats rentraient chez eux. Tout le monde avait besoin d'un nouveau réfrigérateur, d'une gazinière. Il s'est retrouvé à la tête de 40 organismes de crédit et financiers, basés à Chicago, à la Nouvelle-Orléans, en Floride, à Miami et à Houston. C'était la Yes Bank. Quand les autres vous disent non, nous, on vous dit oui. N'importe qui pouvait entrer et se voir octroyer un crédit. Les intérêts étaient énormes, mais ils vous prêtaient de l'argent. À la fin des années 20, Jack épouse sa petite amie de longue date, Evelyn.
Le couple s'installe à la Nouvelle-Orléans où ils ont 4 filles. Il fait passer sa réussite professionnelle avant sa vie privée et en 1947, les filles sont grandes et le couple divorce. Mais le riche célibataire ne reste pas seul longtemps. Quelques mois après son divorce, une superbe blonde plantureuse entre dans son bureau et bouleverse sa vie à tout jamais. Candy était une charmante jeune femme de 28 ans, blonde et terriblement séduisante. Il est littéralement tombé sous le charme. Née en 1920, Candice Weatherby grandit dans une ferme de Buchanan dans l'État de Géorgie, aux côtés de ses 11 frères et sœurs. Candy abandonne ses études et épouse un jeune ingénieur avec qui elle a 2 enfants. Mais la vie de femme au foyer ne l'intéresse pas. Candy aspire rapidement à voir de nouveaux horizons. Candice divorce et part s'installer avec ses enfants à la Nouvelle-Orléans, où elle ouvre une école privée et une agence de mannequins. Elle côtoie rapidement les gens de la haute société. Candy était une femme unique. Elle avait un accent du Sud absolument charmant quand elle parlait. Elle appelait tout le monde « mon chéri »,« mon chou ». Quand elle arrivait quelque part, elle disait « Bonjour tout le monde » avec cette grâce qui la caractérisait. Elle était coiffée à la perfection. Sa tenue, ses gants, ses chaussures, tout était assorti. Elle était toujours à la mode. Elle portait de hauts talons aiguilles. Elle attirait tous les regards. Elle avait un charisme comparable à celui de Marilyn Monroe. Candy s'engage auprès de l'Opéra de la Nouvelle-Orléans pour collecter des fonds. Un des donateurs sollicités n'est autre que le millionnaire fraîchement divorcé, Jack Mosler. Elle lui avait fait faire une promesse de don de 350 $. Il a fini par en verser 25. Il surveillait ses dépenses. Ils ont tout de suite accroché et ils se sont mariés 6 mois après leur rencontre. En épousant Jack, elle emménage dans une riche demeure de Houston, une maison de 28 pièces dans le prestigieux quartier de Riverhawks. C'était immense. Le mobilier était magnifique, c'était luxueux. Elle se plaisait beaucoup à Houston. Son mari était fou d'elle. Il la couvrait de bijoux, lui offrait des voitures. Elle avait un budget de 5 000 $ par mois pour la maison. Mais Candice n'aspire pas à jouer les faire-valoir. Elle entre à la direction des sociétés de Jack tout en poursuivant ses actions sociales. Elle jouait son rôle à la perfection, comme Jackie Kennedy auprès de JFK. C'était aussi une première dame très appliquée. Elle était très impliquée dans le monde du rodéo. C'est très populaire à Houston. Elle était engagée auprès d'œuvres caritatives et on parlait tout le temps de ses bonnes actions dans le journal de Houston. Mais la générosité de Candy se répand bien au-delà des salons de thé et des bals de charité. En 1957, lors d'un voyage d'affaires à Chicago, elle apprend qu'un horrible crime a été commis. Un homme avait tué sa femme par balle, abandonnant 4 enfants à leur triste sort. Candy a décidé d'adopter ces orphelins. La maison des Mosler est désormais bien remplie, mais Candy est toujours prête à accueillir ceux qui en ont besoin, surtout lorsqu'il s'agit d'un membre de la famille. Melvin Lane Powers était le fils de la sœur aînée de Candy, Elizabeth Weatherby. C'était un grand gaillard d'1,90 m, bien bâti. Il avait la carrure d'un footballeur américain. Il était bel homme. Sa mère se faisait du souci pour son fils et s'était tournée vers sa sœur Candy, qui vivait dans l'opulence. Elle lui a expliqué que Melvin avait des ennuis et lui a demandé si elle pouvait l'accueillir chez elle et lui trouver du travail. Quelques jours plus tard, le jeune homme de 17 ans apparaît sur le pas de la porte. Jack lui offre un poste dans une de ses entreprises et le forme au monde de la finance.
Candy lui fait tailler les plus beaux costumes et l'initie aux mondanités. Pendant 2 ans, le jeune Melvin vit un conte de fées. Mais à l'abri des regards, la situation frôle le sordide. Les employés de maison parlent beaucoup entre eux et petit à petit, la rumeur s'est répandue au sein du personnel de River Oaks que les rapports entre Melvin et Candy allaient bien au-delà des rapports entre une tante et son neveu. Une femme de ménage finit par tout révéler à Jack. Fou de rage, le millionnaire fouille toute la maison à la recherche du journal intime de sa femme qu'il finit par trouver. Ses soupçons sont confirmés. Candy, 41 ans, et son neveu de 19 ans ont une liaison. La notoriété ne change rien. Les relations incestueuses sont totalement inacceptables dans quelque milieu que ce soit. Rapidement, les origines paysannes de Candy sont mises en cause dans son comportement. Chasser le naturel, il revient au galop. La première réaction de Jack a été de rencontrer un avocat. Il avait l'intention de poursuivre Melvin en justice pour avoir détruit son mariage. Mais l'avocat lui a déconseillé de le faire. Le procès lui aurait fait très mauvaise presse. Il lui a conseillé d'aller de l'avant, de tirer un trait sur tout ça. Jack Mosler lui a demandé de quitter la maison de River Oaks et il l'a licencié. Mais Melvin ne se laisse pas faire. Il avait 2-3 mots à dire à Jack avant de partir. Il lui a dit qu'il reviendrait et que ce jour-là, il regretterait ce qu'il lui avait fait. En juillet 64, le meurtre mystérieux de Jack Mosler fait la une des journaux de Miami. Au milieu de la presse à scandale et des chroniqueurs à l'affût, la police travaille sous haute pression pour résoudre cette affaire. Les enquêteurs passent à la vitesse supérieure lorsqu'ils découvrent que 2 mois avant sa mort, Jack avait appris la liaison incestueuse de sa femme. Il avait une relation malsaine avec le neveu de sa femme, Melvin Lane Powers. La police a découvert que Melvin l'avait menacé. Jack connaissait forcément son agresseur parce qu'il avait ouvert la porte. Il savait que Candy n'aurait pas eu la force physique de commettre ce crime. C'était impossible. Mais Melvin Lane Powers, lui, avait la carrure, la force suffisante. C'était un homme qui avait tout pour venir à bout de Jack Mosler. Les enquêteurs apprennent qu'après le départ de Melvin, les amants se fréquentent toujours. Candy et Melvin n'avaient pas mis fin à leur relation. Des gens les avaient vus se serrer et s'embrasser. Les Mosler restent mariés, mais se séparent. Melvin et Candy en profitent alors pour vivre pleinement leur histoire. I like the pictures you sent of yourself with the gold sweater on. I became so hot just looking at your breast pushing up against those cross straps. You don't have to be concerned about anyone, only you, my love. You are the one for me. I was in the bathtub, and I just laid back and was with you very, very close. You are my God. I'd do anything for your love. La police interroge la vendeuse d'une agence de voyage qui les connaissait. Elle se souvient avoir vu Candy et Melvin à l'agence. Candy portait un manteau de fourrure et lorsque son manteau s'est entrouvert, la vendeuse s'est aperçue qu'elle était entièrement nue. C'est ce qui s'appelle voyager léger. Pour Melvin, Candy n'avait peur de rien. De quoi aurait-elle eu peur? Jack ne demandait pas le divorce et s'il la quittait, elle aurait eu droit à sa part du gâteau. Et quel gâteau! Ils avaient une bonne raison de rester mari et femme.
Il semble que Candy avait signé un accord qui stipulait que si elle voulait divorcer, elle ne recevrait pas plus de 200 000 $. Jack Mosler savait que s'il demandait le divorce, Candy serait en droit d'exiger la moitié de sa fortune, qui s'élevait à l'époque à 33 millions de $. Leur relation est brisée à tout jamais. Jack décide de s'installer définitivement dans son appartement de Key Biscayne et dirige son empire depuis Miami. Fin juin, les enfants étaient en vacances avec Candy à Key Biscayne. Jack Mosler s'y trouvait à la même période. Les enquêteurs découvrent que Melvin est lui aussi dans la région. Un témoin affirme l'avoir vu au bar d'un hôtel peu avant le meurtre, non loin du Governor's Lodge, là où le crime a eu lieu. Il y a des preuves de sa présence sur place. Peu après la fermeture du bar, quelqu'un rend visite à Jack Mosler et l'assassine brutalement dans son salon. D'après la police, tout porte à croire que Melvin Len Powers se soit rendu dans cet appartement et qu'il soit l'auteur du crime. Les listes de passagers prouvent que Melvin a pris un vol pour Houston quelques heures à peine après la découverte du corps de Jack Mosler. Les enquêteurs apprennent également que la voiture abandonnée sur le parking de l'aéroport a été empruntée par Candy. L'investigation se poursuit au Texas afin de coincer Melvin. Ils ont eu le mandat nécessaire pour s'introduire chez lui, à la recherche de preuves matérielles, et ils ont trouvé du sang sur ses vêtements. Ces empreintes correspondent non seulement à celles identifiées dans la voiture, mais aussi à celles trouvées sur les lieux du crime. Melvin Powers est arrêté et mis en examen pour meurtre. Ils avaient de nombreuses preuves contre lui, et il avait un mobile du fait de sa relation avec Candy. Le dossier était solide. Mais Candy est bien décidée à offrir à Melvin la meilleure défense qui soit, grâce à l'argent de son défunt mari. Lorsque Melvin a été arrêté, Candy s'est arrangée pour faire appel à Percy Foreman. Mr. Foreman has been a very dear family friend of my husband and I for 16 years. You called Percy Foreman when this occurred. The great criminal lawyer. À cette époque, on parlait beaucoup de Percy Foreman à Houston. C'était un ténor du barreau. Il était très célèbre pour ses envolées lyriques et ses procès gagnés en un clin d'œil. Les honoraires de Foreman s'élèvent à 200 000 $ payables d'avance, mais la fortune des Mosler est bloquée. Peu importe. Candy invite le célèbre avocat chez elle pour qu'il pioche dans ses effets personnels. Quelques diamants et des fourrures font l'affaire. Jack Mosler devait se retourner dans sa tombe en voyant que les bijoux qu'il avait offerts à sa femme allaient lui permettre de payer la défense de son assassin. Vu les sommes en jeu et le type d'accusation, ça ne m'a pas du tout surpris que Percy Foreman accepte le dossier. Sachant Melvin entre de bonnes mains, Candy part suivre un traitement de plusieurs mois contre la migraine dans une clinique prestigieuse du Minnesota. Comme elle a passé une partie de cette période à la clinique, on ne la voyait pas à Houston. Et cela a renforcé le mystère qui planait autour de toute cette affaire. Mais aucun traitement ne pouvait l'aider à surmonter l'épreuve qui l'attendait. Nous avons enquêté sur plusieurs personnes liées à la famille Mosler et que Candice et Melvin avaient payé pour tuer Jack. Deux anciens détenus, un forain et un pompiste, prétendent que Melvin leur a donné 10 000 $ pour tuer Jack. Un autre prisonnier au casier judiciaire bien rempli affirme que le couple lui a donné 7 000 $ pour faire le travail, mais qu'il n'a pas honoré son contrat. Plus d'un an après la mort de Jack Mosler, Candy est elle aussi accusée de meurtre. Elle s'entoure de deux grands avocats de Houston, Marianne Rosen et le célèbre Clyde Woody. Je déjeunais avec Clyde Woody quand sa secrétaire est arrivée au restaurant. Il y avait eu un appel urgent de Candice Mosler. Ses avocats lui conseillent immédiatement de rentrer à Miami pour se rendre à la police.
Le procès le plus attendu de la décennie doit s'ouvrir en janvier 1966. Les plus grands journalistes, comme mon grand ami Theo Wilson du New York Daily News et Louis Lapham du Saturday Evening Post, s'empressent de partir pour Miami. Tout le monde veut sa place au premier rang. Plus d'un an après le meurtre de son mari, Candy Mossler quitte sa clinique et part pour la Floride où elle sera jugée pour meurtre. À son arrivée à l'aéroport de Miami, elle se rend à la police. Les journalistes sont au rendez-vous. Elle avançait dans le couloir. Elle était très élégante, comme toujours, quand un des journalistes s'est approché et lui a dit « Madame Mossler, vous êtes accusée d'adultère, vous êtes accusée d'inceste, vous êtes accusée de meurtre. Qu'avez-vous à répondre à cela ?» Elle a simplement souri et répondu « Monsieur, personne n'est parfait. » Elle avait l'air surprise de se trouver là. « Pourquoi m'accuse-t-on? Je n'ai rien fait, je ne suis pas coupable. » Elle a tenu ce discours dès le premier jour. Candy fait sa déposition avant d'être incarcérée. Nous en avons longuement parlé avec Candy. Je lui ai conseillé d'aller en prison pour consolider son dossier, et elle était d'accord. Candy troque ses robes de soirée et ses perles contre une tenue de prisonnier et passe 14 jours derrière les barreaux. Comme à son habitude, Candy Mossler quitte la prison suivie par une horde de journalistes. Tandis que ses codétenus lui aboient des insultes, elle envoie des baisers et salue son public comme le ferait une star de cinéma sous les projecteurs. En général, on demande à nos clients accusés de meurtre de ne pas parler aux médias. Mais elle avait une telle prestance. Elle adorait son statut de célébrité. C'était une star dans l'âme. Elle aimait ça. Mrs. Mossler, how does it feel to be free on bond? It feels wonderful, thank you. What you expected? Well, I have a lot of faith in the good people of Miami and Dade County. Thank you. It's marvelous to be back with my children. Do you have any plans to come back to Miami before the trial? Oh, I'd adore coming back to Miami. I love Miami. I think my grandbaby likes Miami also. I think he'd like to... À mesure que le procès approche, l'affaire attise la curiosité des médias. Tous les ingrédients étaient réunis. Un riche homme d'affaires est assassiné et on accuse sa femme d'avoir commandité le meurtre avec la complicité de son neveu et amant. Quand on mélange l'argent, le crime et le sexe, surtout lorsqu'il est incestueux, c'est du pain béni pour les médias. Malgré la popularité croissante de Candy, les avocats de la partie civile ne sont pas dupes. Ils jugent douteux son alibi pour le soir du meurtre. Pour une femme aussi riche que Candy, il était très facile de faire venir un médecin chez elle en pleine nuit. Pourquoi aurait-elle choisi d'aller à l'hôpital de Jackson avec ses enfants, si ce n'est pour s'absenter le temps du crime? De plus, Candy a un mobile évident qui ne plaide pas en sa faveur. Cet homme dirigeait le plus grand organisme de crédit automobile des États-Unis. C'était le principal actionnaire de 4 banques et il gérait de nombreuses affaires. Si son mari venait à mourir, elle se retrouvait à la tête d'une fortune considérable. Melvin Lane Powers n'avait rien et Candy Mossler aurait hérité de tout. Pour Melvin, Jack Mossler était leur seul obstacle. Il ne voulait pas mettre fin à sa relation avec Candy et il voulait cet argent. Au dire des journaux, le procès n'allait pas durer longtemps. Quand une femme a une relation avec son neveu et qu'elle fait tuer son mari, l'affaire est rapidement classée. L'accusation pense que l'affaire est dans la poche. Mais lorsque l'accusé a beaucoup d'argent, du pouvoir et du charme, la justice est presque toujours reléguée au second plan. Here in the Dade County Courthouse, this is what is known as the Big Court Room. It's room 6-1,
And this is where big legal drama of the year, perhaps the biggest in the United States, will begin next week. Charge will be first-degree murder. The prosecution will charge that a 47-year-old grandmother, Candace Mosler, and her nephew and alleged lover, 24-year-old Melvin Lane Powers, did conspire to and did murder her millionaire husband. Le 1er février 1966, le procès du meurtre de Jack Mosler s'ouvre à Miami. Les journalistes de tout le pays sont sur le pied de guerre. Devant le palais de justice du comté de Dade, il y avait des caméras, des journalistes et des micros partout. La foule nous a suivis jusqu'à la salle d'audience. Eddie, tell him how you come with me today. Well, I made up all my work so I could come with him. How old do you know, Eddie? 11? 11. You made up all your work? And tell him why you want to come with me so bad. So that those people couldn't take Mother and lock her up anymore. This trial is going to get heavy and extensive radio, magazine, television, and newspaper coverage, not only in this country, but all around the world. Tous les jours, des hordes de journalistes envahissaient le tribunal. Toute la presse commentait l'affaire sans relâche, ce qui était inhabituel à l'époque. The state is attempting to prove that Melvin Powers and his aunt plotted Mosler's murder because of a torrid love affair. Les gens aiment les histoires croustillantes et avec celle-ci, ils étaient servis. À chaque audience, le public se presse aux portes du palais. What is the big attraction? Well, I think it's exciting and has mystery. Do you think that's a big attraction for most folks? Yes, I do. It's a very unusual case. Tous les jours, les gens faisaient la queue pour entrer dans la salle. C'était le spectacle à ne pas rater. Personne ne voulait manquer l'événement. Il fallait avoir sa place au premier rang pour ne pas en perdre une miette. L'affaire jugée lors de ce procès est à ce point choquante que l'on refuse l'accès aux jeunes de moins de 21 ans. Toutefois, le Miami News décrit les audiences dans leurs moindres détails, sans omettre les passages les plus croustillants, le tout imprimé sur papier rose. Les Américains sont fascinés. L'histoire était indécente. Une femme trompait son mari avec son propre neveu. Cela aurait pu influencer l'issue du procès. N'oublions pas que c'était dans les années 60. Il ne s'agissait pas de revenir sur le fait qu'ils avaient eu une liaison pendant une longue période. Dans ce procès, les chefs d'accusation ne portaient ni sur l'inceste, ni sur l'adultère. Ils étaient accusés de meurtre. Après avoir exposé les détails sordides de cette relation incestueuse, l'accusation abat ses cartes et présente les preuves contre Melvin. On avait la preuve qu'il avait atterri à Miami le jour du meurtre et qu'il était reparti juste après. Un témoin l'avait identifié dans le bar d'un hôtel, non loin du lieu du crime. Et on savait qu'il avait menacé Jack Mosler un an plus tôt, lorsqu'il l'avait mis à la porte de chez lui à Houston. On avait tout pour l'emporter. Les jurés croiraient que Melvin ne se trouvait pas à Miami au moment du crime par hasard, mais qu'il était venu tuer Jack Mosler. Il y avait des traces de sang dans la voiture et sur les vêtements que Melvin portait en rentrant à Houston après son étrange aller-retour à Miami. Il y avait de nombreuses preuves matérielles de sa culpabilité. Les empreintes trouvées dans l'appartement sur des surfaces nettoyées le jour même sont la preuve qu'il était sur les lieux du crime. C'était la pièce maîtresse du dossier. La défense de Percy Foreman reposait sur le fait qu'une trentaine d'empreintes différentes avaient été relevées et qu'elles pouvaient toutes être celles du coupable. Ces empreintes appartenaient peut-être à des gens que Jack avait invités, mais Melvin n'aurait jamais fait partie de ces convives. Pendant des semaines, la cour assiste à un combat acharné entre les deux parties. Dans le même temps, à l'extérieur, Candy fait son show.
Dès qu'elle entrait ou sortait de la salle, on aurait dit une star de cinéma aux Oscars. Were you ever in love with him? Of course not. I don't know what to say, sir. What would you say if there was a charge against you? Dehors, la foule se pressait autour d'elle. Les gens demandaient des autographes aux principaux acteurs du procès. À cette époque, les spectateurs se disputaient les places dans la salle d'audience. Les gens apportaient leur pique-nique pour manger dans la salle. C'était comme aller au cinéma. Dès que des gens partaient, un huissier annonçait « Il y a 2 places libres ». La partie civile multiplie les attaques à l'encontre de Melvin et Candy. Les témoins se succèdent à la barre, certains au casier judiciaire fourni, d'autres menottés. Mais le défilé de ces anciens voyous sème le doute dans les esprits. L'accusation pouvait gagner ce procès haut la main avec les preuves à charge qu'ils apportaient contre Candy Mosler et son neveu. Mais ils sont allés trop loin. Ils ont fait témoigner tout un tas d'anciens détenus qu'ils sont allés chercher au Texas et dans l'Arkansas. Mais on a découvert que ces paumés étaient prêts à dire n'importe quoi uniquement pour faire une virée à Miami. Frank Mulvey faisait partie de ces témoins. Ils ont parlé de sa toxicomanie et on lui a demandé où il se faisait ses shoots. Il a répondu « Je ne me shoote qu'à un seul endroit et je suis assis dessus ». Tout le monde l'a regardé en se demandant ce qu'il faisait à la barre des témoins. Les avocats de Melvin et Candy comprennent que la situation tourne en leur faveur. La partie n'est pas encore perdue. La défense s'est engouffrée dans la brèche. On leur servait la victoire sur un plateau. Selon eux, ils n'avaient plus rien à prouver puisque le camp adverse n'avait pas démontré la culpabilité de leur client. Volontairement, Percy Foreman n'appelle aucun témoin à la barre. D'après le code pénal de Floride, cela lui donne le droit de plaider en dernier. Percy serait le dernier à s'adresser au jury, et c'était un exercice qu'il maîtrisait parfaitement. Écoutez Percy pendant 4 heures, et il saura vous convaincre que la Lune est carrée. À la fin des plaidoiries, le jury se retire pour délibérer. At least for the present, the color and excitement of the Mosler Powers murder trial have disappeared. The big guns have been fired for the state and the defense, and only the decision of the jury remains. Pendant les délibérations, certains jurés étaient convaincus de leur culpabilité, mais d'autres, comme moi, estimaient que l'affaire n'avait pas été tranchée. Au début, tout se passait bien, mais le ton est vite monté. Après 4 jours de délibération houleuse, le jury rend finalement son verdict. Le juge a fait entrer les accusés, les avocats des 2 parties, la presse, etc. Le représentant du jury s'est levé et a annoncé « non coupable ». Dans la salle, les réactions sont vives. Ce verdict nous a transportés de joie. Le verdict a surpris tout le monde. Des centaines de gens se bousculaient pour essayer de voir Candy et Melvin. Un journaliste leur a demandé s'ils avaient l'intention de se marier. Elle a répondu bien sûr que non, comme si elle n'avait jamais rien entendu d'aussi stupide. Après le retour au calme, Candy a embrassé tous les membres du jury. Elle a quitté la salle au bras de Melvin et s'en est allée dans le soleil couchant à bord d'une voiture de luxe. Quelle belle sortie! Lorsque Candy Mosler et Melvin, son neveu, quittent le tribunal lavé et blanchi, le procureur prend conscience de sa défaite. Le jury a estimé que l'affaire manquait de preuves. Les éléments à charge se résumaient à 3 témoins qui avaient dit avoir été payés pour commettre le crime. Mais leurs témoignages se sont écroulés lors du contre-interrogatoire. Et le jury a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour les accuser.
D'autres pensent que les charmes de Candy ont perturbé l'issue du procès. Oh no, I have all the faith in the world in the people of Miami, and I love everybody in Miami. I think they're wonderful people. En condamnant Melvin, ils condamnaient Candy du même coup, parce qu'ils avaient le même mobile. Le jury ne voulait pas accuser Melvin, parce qu'il savait que Candy en ferait les frais. Melvin Powers a eu beaucoup de chance d'avoir Candy de son côté, assise à la table de la défense. Elle a charmé tout le monde aux audiences, y compris les jurés. De retour à Houston, Candy et Melvin reprennent leur vie où ils l'ont laissée. Ils ont continué de se voir quelque temps, puis ils se sont éloignés. Melvin s'est lancé dans le bâtiment, Candy l'a aidé à démarrer son affaire et il a fait une brillante carrière. Candy Musler a hérité de l'empire de son mari. C'était une femme d'affaires très douée. Au milieu des années 70, sa fortune personnelle s'élevait à près de 100 millions de dollars. Elle a triplé la somme de départ. Quant au meurtre de Jack Mosler, l'affaire est restée classée sans suite. C'est un drame que cet homme ait été assassiné et qu'aucun coupable n'ait été désigné. Ce n'est pas l'échec de la justice américaine que l'on retient, mais bien le battage médiatique réalisé autour de Candy Musler et de ce procès. Après le procès, des journalistes m'ont appelé pour me demander « Maintenant que Candy et Melvin ont été déclarés non coupables, allez-vous reprendre l'affaire pour trouver le véritable meurtrier ?» Je leur ai dit non, nous ne ferons rien, parce que pour nous, les auteurs de ce crime ont été déclarés non coupables par le jury. Nous n'allons pas chercher qui a commis ce crime, parce que nous le savons déjà. C'est Candy et Melvin. En 1976, à l'hôtel Fontainebleau de Miami, Candy Musler est décédée dans son sommeil d'une overdose de médicaments contre la migraine. Certains disent que c'était un terrible accident, d'autres qu'elle était rongée par la culpabilité. C'était Dominique Dunne. Merci de nous avoir suivis.